Ça y est? Allez hop, Ça y est, on y va. allez hop, c'est parti. Bonjour Ouais. à tous. Comment allez-vous? Je suis heureuse de vous retrouver. C'est vraiment le petit webinaire, le rendez-vous qui fait toujours chaud au cœur et plaisir, surtout quand vraiment un adhérent de la première heure, Alexandre Ackerly, vient nous parler de l'écosystème du libre. Je suis absolument enchantée de le mettre en vedette aujourd'hui. Merci à lui d'avoir accepté. Et je rappelle qui je suis parce qu'il y a toujours des nouveaux. Donc, je m'appelle Perrine de Coëtlogon. Je travaille à l'université de Lille. Je travaille sur des questions d'identité étudiante, de diplôme, blockchain et surtout sur l'open education ou éducation ouverte. Et je suis présidente du board de l'association Open Education Global, qui est l'association qui vise au niveau mondial à faire comprendre l'intérêt des licences libres sur les contenus pédagogiques. Voilà, donc je remercie tous les bénévoles, toute l'équipe qui sont là et qui nous aident énormément à faire ces animations et à vous offrir ces webinaires. Et je vais les laisser se présenter avant d'entendre Alexandre. À vous. Bonjour. Je suis Najwa Hajali de la Tunisie. Je suis docteur en didactique des maths et je suis bénévole Open Education Global francophone. Et je m'intéresse énormément aux ressources éducatives libres et à l'écosystème du libre. Jules, puisque Lucie a disparu. Jules Chiac, qui est aussi très actif, mais qui n'a pas l'air de nous entendre. Et vous m'entendez? Oui, Lucie, on t'entend. Ah, d'accord. Eh bien, en attendant que Jules nous rejoigne, parce qu'il a perdu la connexion, je suis Lucie Grasset, je travaille à la chaire UNESCO Relia sur les ressources éducatives libres et l'intelligence artificielle. Nous sommes basés à Nantes Université. Je travaille plus spécifiquement sur un projet qui s'appelle Florilège, qui a pour vocation à rassembler les ressources éducatives libres francophones, à les indexer, à créer des challenges autour de cette question. Je fais partie aussi de la petite équipe de l'OEG francophone bénévole. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Et voilà, je vais peut-être relaisser la parole à Jules si tu nous entends. Juste attends quand tu dis ça. Jules, vas-y, oui, à toi. Ok, merci. Je suis Jules Chiak Famoué, enseignant de mathématiques et ingénieur technopédagogue. Donc, ici, je suis bénévole de l'Open Education Global francophone. Et j'invite tous les participants à poser les questions dans l'onglet questions et de discuter dans l'onglet chat pour qu'on fasse la différence entre les questions et vos discussions. Merci, Lucie. Heureusement que tu es là. Merci de le rappeler. Bravo. Très important. Voilà, et Alexandre Ackerly va se présenter et nous montrer sa vision toujours très documentée, très fine, tout à la fois en sagesse et en précision de l'écosystème du libre. Et on va faire au revoir, nous, pour le laisser parler seul tranquillement. Et donc, n'oubliez pas, on se retrouve à la fin de son exposé. En fait, pas si seul, je vais vous faire intervenir de temps en temps, peut-être même vous faire embarquer sur scène, des trucs comme ça au cours du truc. Surtout si on peut équilibrer un peu des personnes qu'on entend rarement, des trucs comme ça, parce que c'est souvent les mêmes personnes qu'on entend. Alors j'aime bien qu'on entende des nouvelles voix et tout ça. Je me présente parce que non seulement plusieurs personnes qui me connaissent pas, mais même les personnes qui me connaissent, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis. Comme j'ai connu Perrine lors de mon 29e emploi, plusieurs des personnes parmi vous que j'ai connues à mon 30e emploi, alors j'en suis à mon 31e et 33e. Le 32e, c'était avec un groupe de Rubica Valenciennes, qui est pas très loin de Lille, qui était à Montréal pour étudier le design. Donc, je suis maintenant chercheur
en design UX, donc approche expérience utilisateur, pensée design et ainsi de suite, en tant qu'ethnographe et technopédagogue autonome, donc ce qu'en France les gens appellent freelance, dans d'autres coins du monde, d'autres expressions pour ça. Donc je suis essentiellement agent libre. C'est même une appellation au gouvernement du Canada où j'ai travaillé. J'ai pas été agent libre au gouvernement du Canada, mais c'est un concept que j'adore, qui fait partie du libre, selon moi, de toutes sortes de façons. Alors donc, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est assez débridé. S'il y a des choses qui vous importunent, j'en suis désolé, mais puisque maintenant je travaille pas avec des institutions, je me permets de dire certaines choses, même si ça froisse des gens. C'est pas par mauvaise volonté, c'est un peu pour se dire, ben on va collaborer ensemble et tout ça. Et je dois vous dire que je vous parle depuis Tiohtià:ke, où je suis né et j'ai grandi, et je suis revenu après des années sur d'autres endroits. Donc, c'est en territoire Kanien'kehá:ka non cédé. La ville de Montréal s'est fait situer là-dessus. Et puisqu'on parle aussi de connaissances traditionnelles, je vais en toucher mot à certains moments, la connaissance libre et la connaissance traditionnelle, des fois, sont en porte-à-faux. Et pour moi, c'est quand même assez important de situer la connaissance dans ces lieux de connaissance, y compris le territoire qu'on habite. Donc, pour moi, ça a quand même un certain intérêt, non seulement les connaissances autochtones, y compris en Afrique de l'Ouest, où j'étais mon terrain, mes terrains ethnographiques. Donc, je suis ethnographe au départ. J'ai enseigné les disciplines ethnographiques dans 10 universités aux États-Unis, au Canada, dans 3 États, 3 provinces. Donc, ça passe de la sociologie à l'ethnomusicologie, à l'ethnolinguistique, l'étude de la religion, de la technopédagogie, et ainsi de suite, pendant une vingtaine d'années. Et en fait, donc, je travaille ces temps-ci sur des projets de toutes sortes avec des OBNL, donc des organismes à but non lucratif, du public, du parapublic, même du privé, administration municipale, comme pour la ville de Montréal, avec Affaires Montréal, pour les commerçantes et commerçants montréalais, donc les propriétaires de commerce à Montréal, des trucs comme ça pour faire ce qu'on appelle du service design, du design de service, que le service comme tel puisse répondre aux besoins auxquels ils ont été fondés. Des services qui sont fondés d'une certaine manière, et puis à un moment donné, on peut s'assurer que ça soit en adéquation avec les besoins. Alors, c'est un petit peu un thème dans des choses dont on va parler aujourd'hui. Puis, on va quand même parler ensemble. Alors déjà, comme j'espère vous le savez, bientôt, c'est la semaine de l'éducation ouverte et libre, du 4 au 8 mars, donc 8 mars, Journée internationale de la femme. Il y a quand même une bonne proportion de femmes dans l'assistance. Et en tout respect pour tout ce qu'on vous doit, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans le libre cette journée-là, mais toute la semaine, il va y avoir plein d'activités. Est-ce que vous avez des plans? Alors, vous pouvez en indiquer dans le clavardage, ou si vous voulez monter sur scène pour expliquer ce que vous allez faire, on peut passer quelques secondes là-dessus. Et puis en passant, je regardais le calendrier d'événements. Je voyais qu'il y avait seulement 2 événements officiellement en français. Alors peut-être qu'il y en a qui n'ont pas été encore ajoutés au calendrier, c'est tout à fait normal. Puis les 2 événements, c'était de eCampus Ontario, qui est évidemment bilingue. Mais c'est ça, si vous avez d'autres événements, vous pouvez en parler. Ouais, parfait, merci. Absolument. Moi, je lève le doigt parce qu'on organise avec toute l'équipe 10 webinaires en tout. Et comme on a fait plusieurs appels à la communauté, mais que finalement ça ne fonctionnait pas, entre guillemets, les gens ont besoin d'être appelés, etc. Et ben on a appelé tous ceux qui n'avaient pas encore présenté depuis longtemps ou qui sont nouveaux dans l'écosystème. Et donc je commencerai en présentant ce qu'est Open Education Global le lundi. Alors c'est tous les lundis de 17h à 19h pour permettre aux Canadiens de nous rejoindre. Donc 17h heure française. Et ça commence le lundi, ça finit le vendredi, c'est 2 heures par jour. Voilà, avec 10 webinaires en tout. Et on va envoyer dans la prochaine lettre. Donc n'hésitez pas à nous dire s'il y a des personnes qui sont présentes uniquement via les réseaux sociaux. Dites-le nous et on va vous ajouter dans la liste de diffusion d'Open Education Global francophone. Comme ça, vous recevrez systématiquement l'annonce. Et souvent, le mail d'annonce contient plus d'informations que juste la page d'inscription sur les réseaux sociaux.
Donc, c'est là où on va mettre le programme de la semaine. Donc, oui, on est un peu en retard pour le mettre sur Oh le non, site, c'est pas un problème. mais ça arrive, ça arrive. Super, super. Voilà. C'est absolument pas un problème d'être en retard. Je fais juste le rappeler, notre ami Alan Levy s'occupe du calendrier. Heureusement que Puis souvent, tu appelles, heureusement que tu fais cet appel, et ouais, j'espère qu'il y a d'autres personnes qui vont ouais, lever la main. Il super. faut dire qu'il y a aussi la planète Marianne, apprenante plusieurs. du Ouais, Learning Festival, qui est quelque chose d'organisé par le Learning Planet Institute, qui s'appelait avant le CRI Paris. ok. Et là, ils ont enregistré, et c'est beaucoup des francophones, enfin, il y en a tout autour du monde, mais il y a beaucoup de francophones, et il y a eu, je sais plus, 700 événements différents aussi dans le monde. Nice. C'est énorme. Ouais, 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 super. nice. C'était fin Ouais, janvier. désolé. Voilà, j'ai Ben fini. c'est ça, comme Marianne, si tu veux monter, Ah oui, Marianne. vas-y. Oui, enfin, on se disait justement dans le clavardage, Marianne a justement, elle est très tôt chez elle, Oh, ouais, donc c'est bien. elle nous a partagé, elle nous a partagé le calendrier de Léo, hein, de l'éducation ouverte. Donc c'est un génial, il faut y aller. Elle nous a partagé le lien dans le clavardage. Et vous pouvez, en fait, un calendrier interactif, il suffit de voir un petit peu tous les événements, etc. Vous pouvez vous inscrire facilement. Donc, ce n'est pas seulement la semaine de l'éducation ouverte. Là, ça va être le mois entier, en tout cas, au niveau de la proposition que soumet Marianne. Super. Et Marie-Lou a partagé la vidéo promotionnelle. Super. Alors, puis est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut annoncer des trucs ou quoi que ce soit? Je vous donne le fameux 10 secondes. Non. C'est bon. Allez, on y va. Donc, déjà, puisqu'on parle de libre, qu'est-ce qu'on veut dire? Alors, soit dans le clavardage, ou si vous voulez donner une définition, ou même monter sur scène, moi, ça me convient. C'est quoi le libre Est-ce pour vous? que Alexandre, tu veux que je lance un sondage pour voir si les gens peuvent répondre dans le sondage? Ouais, ouais, c'est bon. Puis je pense que tu peux lui mettre les Je vais essayer réponses de voir ouvertes. si... Ah, je vais voir si je peux rajouter les... C'est une première, j'ai jamais fait. Oh, on essaye. Alors, Alors, comme Anna disait, de voir le code, hein, le code libre, de pouvoir le voir, l'analyser, sans barrière. en fait, je ne vais pas pouvoir le faire, Alexandre, parce que c'est C'est bon. des questions, des réponses fermées pour le Ouais, sondage. Je ne peux pas ouvrir. Désolée. c'est ça, Excuse-moi. c'est pas des sondages ouverts. Non, c'est bon, on essaye. C'est un des trucs, j'ai déjà fait des sondages téléphoniques alors que je suis ethnographe. Puis en ethnographie, on fait des entrevues qu'on appelle semi-dirigées. Qui sont comme semi-ouvertes, qui sont souvent très, très ouvertes. Les réponses libres, les réponses ouvertes, c'est là qu'on a vraiment la perspicacité des gens. Et le monde des sondages, très souvent, on se met sur des réponses qui sont casées à l'avance. Il y a peu de liberté de répondre. Et c'est là qu'on manque de perspicacité selon mon expérience. Donc, pour revenir sans barrière, la transparence, une logique de partage, j'aime bien, c'est un peu mon idée aussi. Libre d'usage, ouvert dans ses codes, y accéder gratuitement, sans inscription. Ça en fait, c'est un point que Stephen Downes, qui habite dans l'Est de l'Ontario, décrit souvent, c'est que si c'est libre, que les contenus sont libres, mais que ça nécessite une inscription, selon lui, c'est pas vraiment libre. On peut dire que c'est un puriste, mais la logique d'inscription, ça va quand même à l'encontre du libre, selon lui. Puis la légèreté de ça, tu sais, être libre comme l'air, c'est d'ailleurs ma dernière diapo, c'est un des trucs que je trouve assez important. Sur l'inclusion, la collaboration, de pouvoir modifier et adapter. On parle beaucoup d'adopter des ressources libres, mais aussi de les adapter, c'est extrêmement important, surtout qu'on parle d'une situation polyglotte, d'adapter des ressources qui viennent d'Afrique de l'Ouest
pour pouvoir les adapter à un contexte européen ou nord-américain. C'est quelque chose qui est extraordinairement important pour pouvoir mener à ce qu'on appelle la justice épistémique. Je vous l'appelle tout de suite parce que c'est un concept qui m'importe énormément. La justice épistémique, pour moi, c'est plutôt que de traduire des ressources qui viennent d'Europe vers le sud mondial, c'est aussi de vraiment collaborer et d'adapter des ressources qui viennent de partout, parce que la connaissance vient de partout. Puis de répondre à des besoins, des droits universels. J'aime bien, merci Kossi pour ça. Les droits universels, évidemment qu'en anthropologie, en ethnographie, on a une certaine difficulté avec le terme universel pour toutes sortes de raisons. En même temps, pour ce qui est de l'inclusion universelle, que ce soit l'accessibilité et des choses comme ça, pour nous, c'est très, très important. Et sur les droits eux-mêmes, que c'est vraiment un droit humain d'avoir un accès à la connaissance, par exemple. De co-créer, de partager, de collaborer, un bien commun. Hein, on parle beaucoup des biens communs, des communs numériques. Il y a eu un texte, je pense que c'est, je me rappelle même pas quelles années, mais il me semble que c'est au 19e siècle où, ouais, je suis complètement dans le champ, j'aurais dû me préparer là-dessus, mais sur la tragédie des communs, ben, c'est fautif, en fait. C'est des propos fallacieux sur les communs en disant « Ah, ben les gens vont toujours vouloir encadrer, s'approprier les biens communs et ainsi de suite. » C'est pas ce qui s'est fait dans l'histoire de l'humanité, mais très récemment, depuis la révolution industrielle, c'est vrai qu'il y a une tendance à l'appât du gain et puis pouvoir mettre des barrières autour des biens communs. Mais dans l'histoire de l'humanité, les biens communs sont partagés sans autre. En anthropologie, on parle beaucoup d'économie du partage, puis en fait, l'économie du don. C'est quelque chose qui est justement universel pour l'humanité, mais qui a des exceptions, surtout dans l'ère industrielle, surtout européenne et nord-américaine, avec quelques autres endroits. Mais le bien commun, c'est tout à fait normal dans l'histoire de l'humanité. En anthropologie, on en parle depuis très, très, très longtemps. Une société de partage, on l'a déjà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut monter sur scène pour expliquer sa vision du libre? Encore une fois, les 10 secondes. Des fois, ça prend plus de temps, puis on peut revenir par la suite. Allez, on y va. Donc, il y a déjà des belles suggestions pour le concept. Et si vous avez des exemples, vous pouvez les mettre dans le clavardage de choses que vous considérez comme libres, surtout des choses auxquelles les autres ne penseraient pas. Parce que, évidemment, on pense beaucoup aux ressources éducatives libres, des manuels libres, des trucs comme ça va. On sait c'est quoi. Les logiciels libres, je pense que vous êtes assez au courant. Mais est-ce que vous avez d'autres exemples de livres qui sont moins courants? Moi, j'aimerais bien. Et puis, évidemment, si vous pensez au rôle pour le libre en apprentissage, oui, on y pense pour les ressources libres. Mais si vous avez d'autres exemples qui ne sont pas nécessairement des ressources, comme des pratiques libres, moi j'aime bien. On peut les mettre dans le clavardage, puis si vous voulez monter sur scène plus tard, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, il y a un paysage du libre qui a été dessiné par Paul Stacey, qui était le directeur exécutif de Open Education Global. En fait, quand c'est devenu Open Education Global, c'était Open Education Consortium. Honnêtement, je n'étais pas au courant. C'est grâce à Barbara qui mettait ce document dans ses notes à un certain moment. Paul mettait ce paysage dans finalement sa candidature pour devenir directeur exécutif. Et je trouve que c'est une belle représentation parce qu'il mettait évidemment le Open Education Consortium au milieu de tout ça en se disant, ben, ça fait partie d'un paysage. Puis le paysage a comme des embranchements et tout ça, et des racines, prend ses racines dans toutes sortes de choses. Évidemment, c'est très petit comme diagramme, je vous le mets un petit peu plus gros, puis de toute façon, le lien est dans les diapos. Donc, ça prend sa source, ça germe grâce aux technologies ouvertes, aux données ouvertes en éducation, aux institutions ouvertes. Il existe des institutions ouvertes depuis belle lurette. Vraiment, de toute façon, depuis le 19e siècle, les Mechanics Institutes, des trucs comme ça, même les bibliothèques ouvertes grâce à Carnegie à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, il y a des choses comme ça qui
on prend notre source là-dedans. Le gouvernement ouvert, je vous en reparlerai un petit peu, y compris l'UNESCO, bien sûr, mais le Open Government Partnership, j'y reviens. La prochaine diapo d'ailleurs. L'accès libre le libre accès à la littérature savante, la science ouverte, les arts, le milieu culturel ouvert, donc les galeries, les bibliothèques, les archives et les musées, GLAM, j'aime bien. Puis il y a même quelque chose qui s'appelle LODLAM ou LOUDGLAM. C'est Linked Open Usable Data in Galleries, Libraries, Archives and Museums. Donc des données ouvertes et liées, utilisables dans les galeries, les bibliothèques, les archives et les musées. Les grénothèques, j'adore comme exemple, y compris les bibliothèques d'outils, c'est un petit peu le même genre de truc. C'est le partage, c'est l'idée du partage. Je suis québécois, même si je suis d'origine suisse, je suis québécois. Puis le Québec, c'est beaucoup basé, surtout au 19e siècle, sur les coopératives, sur les associations communautaires et ainsi de suite. Les premières coopératives, surtout dans le milieu financier en Amérique du Nord, ça vient du Québec. Qu'il avait pris de l'Allemagne. Vous connaissez probablement les caisses en Allemagne, comme je pense que c'est Raiffeisen ou des trucs comme ça, ou je prononce certainement mal, mais les caisses Desjardins au Québec, qui maintenant sont plus une coopérative, mais c'était une des énormes coopératives avec 8 millions de membres, alors que c'est la population du Québec. Mais en fait, à peu près tout le monde au Québec était inscrit en tant que membre de la coopérative Desjardins, qui est vraiment un mouvement comme ça. Donc, ça peut aller assez loin, mais les grénothèques, les bibliothèques d'outils, des trucs comme ça, même pour des jeux de société, des jeux vidéo, tout ce partage-là est vraiment très, très fort. Et puis, le domaine public, merci Evelyne de le souligner, parce que on parle tellement de licences Creative Commons, comme plusieurs personnes dans la salle, j'ai été certifié avec Creative Commons, donc CCC. Creative Commons, des licences, on n'est pas juriste, à part Perrine et peut-être d'autres personnes dans la salle, mais on est quand même assez au courant des licences qui proviennent vraiment des États-Unis. Hein, c'est très sur le droit d'auteur américain, qui inclut pas le droit moral, qui est vraiment basé sur le droit d'auteur. C'est un outil, les licences Creative Commons, c'est vraiment un outil légal qu'on peut soutenir en cours, alors qu'il y a un type d'une compagnie qui travaille dans le droit d'auteur, qui fait des partitions dans le droit d'auteur, évidemment, qui dit « Ah non, mais Creative Commons, c'est juste une entente entre personnes, ça n'a aucune valeur légale, et ainsi de suite. » Alors, de la désinformation totale. C'est très important, les licences Creative Commons. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que le domaine public, c'était par défaut ce qui existait avant que le statut d'âme. Et ça continue. Le domaine public, c'est quand même ce qui revient. Philosophie ouverte, merci. Je vais aller voir plus tard. Donc, fichier SharePoint, j'espère qu'on va pouvoir y avoir accès, là, que quelqu'un teste. J'irai voir après. Alors, merci pour partager ça. Comme je vous disais, dans les libres ouverts auxquels on pense pas toujours, je vous parlais du partenariat pour le gouvernement ouvert. Paul le mentionnait. J'en ai fait partie. J'étais au gouvernement du Canada, au bureau du Conseil privé, qui est donc le cerveau du gouvernement canadien fédéral. Et on travaillait directement. C'était le Canada qui était à la tête du partenariat pour le gouvernement ouvert, qui est évidemment international, qui est à toutes sortes de niveaux de gouvernement, y compris des municipalités, des territoires, des régions, des provinces, des départements, et ainsi de suite. Et c'est vraiment très, très utile sur les données ouvertes, mais aussi sur des politiques ouvertes. Il y a des gouvernements qui ont fait leur constitution de façon citoyenne. Les budgets citoyens, c'est finalement plus facile à faire. Il y a des organismes qui l'ont fait avec l'Ukraine, par exemple, évidemment avant l'invasion, mais c'est relativement facile à faire. Les gens sont pas nécessairement d'accord, mais justement, ils peuvent délibérer sur les budgets, qu'est-ce qu'on va assigner à quoi. Puis c'est vraiment une perspective très, très, très ouverte sur comment on va budgéter ensemble. C'est la démocratie participative et non représentative. Et un truc que j'ai découvert dernièrement, je savais que ça existait un peu, mais c'est les systèmes bancaires ces temps-ci, vraiment des banques complètement commerciales et tout ça, mais qui veulent partager des informations financières pour rendre plus faciles les transactions. Ben, on appelle ça du open banking. C'est vraiment dans une logique du libre.
Alors qu'on se dit, ben, ils se font des montants faramineux, littéralement des billions de dollars. Je pense que c'est comme ça qu'on dit trillion en français. Non seulement des milliards, mais 1000 milliards de frais qui transigent par les systèmes bancaires ouverts. Et puis, je vous amène à réfléchir, si vous le voulez bien, aux liens qui pouvaient intervenir, si vous voulez, soit dans le clavardage ou peut-être monter sur scène, parce que je veux pas nécessairement juste m'entendre parler. Si vous pensez à des liens entre logiciels libres et données ouvertes ou entre REL, ressources éducatives libres, et gouvernement ouvert, des fois, c'est peut-être en porte-à-faux. Il y avait Anne Lodbrok à Toronto Metropolitan qui disait « Ah oui, mais les ressources du gouvernement, elles sont pas libres puisqu'elles ont un sceau du gouvernement ouvert qui est pas Creative Commons. » Ben, le truc, c'est que le gouvernement, les ressources appartiennent à la couronne britannique. Techniquement, moi c'était la reine à l'époque, maintenant c'est le roi. Donc, elles appartiennent au roi. Alors, on n'a pas le droit de les rendre, le droit d'auteur de ressources qu'on créait appartenait maintenant au roi. Donc, on n'a pas le droit de directement dire ben, c'est licence Creative Commons, mais on peut dire que c'est de gouvernement ouvert. Pour les adaptations ouvertes et le libre accès à la littérature savante, je trouve que ça va très, très, très bien ensemble, comme pour justement la science ouverte, comme le dit Marie-Lou. Et puis, Perrine, tu fais bien de dire que l'open banking, c'est comme l'open source dans la banque. Oui, puis on se dit, ben, les banques veulent pas des logiciels libres. En fait, ils en utilisent plein, puis ça aide à l'aspect sécurité et ainsi de suite. Est-ce que vous avez d'autres liens que vous aimeriez établir en des trucs qui sont libres ou ouverts? Comme justement avec les données ouvertes, c'est quoi les liens avec d'autres choses entre les ressources éducatives libres et la dichotomie entre libre et ouvert? Mortar, si tu te poses la question, mais si tu veux en parler aussi ou qui que ce soit. Barbara en avait justement fait une séance avec nous sur libre et ouvert. J'ai tendance à dire éducation ouverte et libre. Mais comme elle le dit, comme la revue qu'elle mène avec brio. D'ailleurs, si on peut mettre le lien dans le clavardage. Alors, est-ce qu'il y a d'autres liens que vous voulez établir? Non? Perrine, je t'ai entendu dire non? Oui. Oui, alors moi, non, disons que je suis ma petite idée parce que j'ai participé au mois d'octobre à une journée des communs à Lille. Ouais. Et donc, il y avait une équipe Wikipédia qui nous invitait à réfléchir à ce qu'était un commun numérique. Et donc, je pensais que j'allais me retrouver tout de suite dans la définition et pas tellement, parce qu'en fait, ils étaient vraiment dans la création d'une chose ensemble, collectivement. Et moi, je disais non, on peut produire une ressource éducative libre seule, mais ensuite la partager et avoir des règles qu'on s'applique tous et on se comprend. Et finalement, le commun a lieu sans un travail collectif d'origine. Le travail collectif, il encadre la ressource, mais la ressource peut être une œuvre d'un seul auteur. Et j'ai trouvé ça intéressant et malheureusement, j'ai pas été au bout de ma contribution parce que je peux contribuer à cet article sur les communs numériques Wikipédia et j'y repense parce que ça m'a chiffonné cette affaire-là. Ouais, non, c'est vrai que il y a rien de tout ça qui est simple. Et non seulement c'est compliqué, c'est en fait complexe, mais on fait des fois comme si de rien n'était parce que c'est des termes simples. Et comme Barbara le disait, les livres ouverts, ça demande vraiment une recherche en profondeur. Je suis tout à fait d'accord. Il y a des gens qui sont assez opposés. Un exemple typique, c'est il y a des gens qui connaissent Richard Stallman, RMS. Lui, il parle de free software puis il dit libre software, puis il parle assez bien français. D'ailleurs, il a présenté en français à Montréal et tout ça, on le connaît assez bien. Puis, ah oui, c'est vrai, la journée des savoirs ouverts, c'est vraiment bien le 30 novembre. Puis je vais mentionner en commun, les plateformes en commun, juste à la prochaine diapo, ça tombe bien. Ben c'est ça, tu sais, comme Richard Stallman, il parle du libre et il est contre open source. Il dit, ben non, mais c'est la même chose, c'est absolument pas la même chose.
selon lui. Parce que Richard Stallman, c'est vraiment un activiste, on peut le dire. Là. Il est très, très, très basé sur des valeurs très, très profondes. Il y a une cause. Pour lui, c'est les libertés qui sont importantes, tandis que le open source, le code ouvert, c'est une question de développement logiciel qui est dans l'ouverture, qui est un aspect pragmatique, puis anti-pragmatique. Richard Stallman est anti-pragmatique. Il le dit vraiment textuellement, il est contre les pragmatismes. Moi, je suis pragmatique, mais en même temps, je comprends très, très bien. Je suis très empathique et sympathique et en compassion avec le monde du libre dans ce sens-là. Et puis, pour revenir à ce que Myriam disait, le lien entre les données ouvertes et la science ouverte, le partage de connaissances, les fondements de la connaissance, c'est que on comprend assez bien l'importance de la littératie des données, puis à peu près aucune autre façon, il n'y a pas de meilleure façon d'avoir une bonne littératie des données que de faire des données ouvertes, honnêtement. J'ai fait des trucs en littératie des données, y compris avec le Conseil québécois du théâtre et puis le Conseil régional de la culture du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tout un truc, je devrais l'envoyer quelque part, mais je pense que je n'aurai pas le temps d'aller trouver le lien, mais des capsules le Conseil des arts et des lettres du Québec a bien aimé le truc, d'expliquer c'est quoi des données. Puis on a fait ça de façon libre et ouverte, mais la meilleure façon de travailler là-dessus, ce qui était très, très, très important en sciences, mais évidemment en technologie aussi, la meilleure façon, c'est de faire des données ouvertes, et puis ça donne, comme Myriam le dit, une base très, très robuste et une rigueur à la recherche. Alors, sur la transparence et la démocratie, si les données sont partagées librement, elles peuvent être analysées par des spécialistes de toutes sortes, des experts d'utilisation des données, de nettoyage des données. Ça se fait beaucoup en journalisme. Ça existe, le journalisme citoyen, et ça se fait beaucoup avec des données ouvertes. Ça peut être sur les données de systèmes de transport en commun. Il y a une firme montréalaise qui s'appelle Transit. Je pense qu'il y en a parmi vous qui devaient utiliser leur application. L'application n'est pas libre, mais elle se base sur des données qui sont libres. Puis ils ont beaucoup travaillé, l'équipe a beaucoup travaillé avec des systèmes de transport en commun à travers le monde pour ouvrir leurs données. Puis c'est utile à tout le monde. Il y a pas grand monde ces temps-ci qui croit que de protéger ces données de ce genre-là, c'est une mauvaise chose. Des fois, c'est juste de les partager plus tard. Au gouvernement, par exemple, c'est pas que les données étaient jamais libres, c'est que les données sont confidentielles, puis extrêmement confidentielles, là, protégées. On avait des tiroirs, des casiers auxquels seulement certaines personnes avaient accès, des ordis qui sont pas sur Internet, mais qui sont vraiment seulement pour transiger les données. Mais toutes ces données-là allaient se retrouver publiquement. Ça allait devenir des lois, puis une loi, c'est public par définition. Alors, l'idée, c'est pas de garder tout ça pour nous, c'est de conserver ça secret et caché pendant un certain temps, mais pour l'ouvrir plus tard. Donc, sur les liens et tout ça, je vais pas m'appesantir sur moi-même. C'est pas un ego trip, comme on dit au Québec. Mais juste comme pour mon parcours dans le libre, je suis né pendant ce qu'on appelait au Québec la Révolution tranquille. Je suis né en 72. Et puis, surtout à partir de 1970, mais ça commençait un petit peu avant. C'est un peu comme mai 68 à Paris. Puis d'ailleurs, mon père, qui était en Suisse à l'époque, qui est né en Suisse, il était à l'Université de Genève en mai 68 avec Jean Piaget. J'en reparle souvent parce que ça fait partie de mon contexte. Ben, quand il est arrivé au Québec en 70, il est parti de Suisse en septembre, il est arrivé en 70 en prenant l'avion. Évidemment, c'est la même année. Il est arrivé pendant la Révolution tranquille. Ben, la Révolution tranquille, ça a été vraiment fondamental pour le Québec. On peut se dire, ah oui, c'est juste les années 60, ça a pris un petit peu plus de temps. Non, non, c'est vraiment un truc, la société qui sont extrêmement sécularisées. C'est vraiment, comme révolution, c'est pas si mal. Hein, vous pensez peut-être à la Révolution française ou à la Révolution américaine ou à les révolutions russes ou ainsi de suite. Aux révolutions culturelles en Chine, ben, les révolutions, c'est jamais très tendre, mais la révolution tranquille, ça a été un truc qui était pas très violent, il y a quand même une certaine violence, mais c'était beaucoup basé sur une certaine liberté de pouvoir se départir d'un certain joug qu'on sentait à l'époque dans la société québécoise. Alors, je suis né là-dedans et pour moi, ça fait partie de mon esprit libre.
Puis évidemment, par la suite, comme je disais, mon père qui avait étudié avec Piaget, il enseignait à Montréal, en fait en banlieue de Montréal et à Montréal dans des universités sur la pédagogie, mais sinon dans une école secondaire en adaptation scolaire. Et puis il m'amenait dans ces salles de classe alors que j'étais enfant, même en 76, j'ai été dans des salles de classe universitaires. Mais par la suite, je me rappelle quand même assez bien, dans les années 80, quand j'étais enfant et ado, tout ce qui se passait dans ces universités-là, mais aussi dans son école publique, c'était une pédagogie ouverte qui était installée, puis je l'ai vécu aussi dans les écoles où je suis allé, primaire, secondaire, puis même quand je suis arrivé dans ce qu'on appelle le cégep. Le terme collège, ça passe pas très très bien en France parce que c'est vraiment pas le même niveau, c'est l'enseignement supérieur, post-secondaire. En Suisse, c'est un petit peu l'équivalent du gymnase. Et je l'ai fait en musique moi-même à la fin des années 80, début 90. Puis je m'intéressais déjà, je me rappelle pas exactement quand je me suis intéressé au domaine public, mais probablement aussi avec la littérature que je lisais. Je lisais beaucoup d'œuvres du domaine public à cette époque-là. Par la suite, j'ai commencé mon parcours en ethnographie. Je m'intéressais déjà beaucoup au logiciel libre. Avant d'être sur Internet, mais évidemment, l'Internet, ça date techniquement de 69. Il faut pas se leurrer. Donc, avant ma naissance, mais c'est devenu assez populaire en 89 pour des raisons un petit peu techniques. Et puis, je suis arrivé en 93 sur Internet. Mais je m'intéressais déjà au logiciel libre, puis au code source ouvert. Puis, ma première entrée dans le domaine qui nous intéresse, c'était pas mal plus avec l'accès libre à la littérature savante, le open access. C'est un peu comme ça que je suis venu. En 98, j'ai commencé sur des réseaux sociaux qui avaient une certaine liberté, même si les logiciels eux-mêmes n'étaient pas très, très libres. Le premier réseau que j'avais, c'était un réseau ouvert. Puis la même année, en 98, je suis allé au Mali pour la confrérie des chasseurs. Je sais qu'il y a des gens qui viennent d'Afrique de l'Ouest ici. Là-bas, j'étais Ngolo Diarra. J'ai travaillé donc directement avec la confrérie traditionnelle des chasseurs qui existe depuis le 10e siècle. Et ici, c'est une connaissance traditionnelle qui est justement pas libre, mais ce qu'ils font, c'est une espèce de transition ou intermédiation de la connaissance, c'est que c'est libre à l'intérieur d'un certain contexte, puis on met certaines balises. Puis c'est ce qu'on oublie assez souvent sur la connaissance libre, c'est qu'il y a des choses que les gens veulent masquer, rendre secret, y compris, là, c'est une société secrète, un peu comme une franc-maçonnerie. Et c'est un droit quand même assez fondamental pour la connaissance traditionnelle. Je vais vous envoyer aussi le lien si vous ne connaissez pas les étiquettes pour le savoir traditionnel. Puis une partie de mon trajet dans le livre, c'est dans le non-libre ici, c'est de dire la connaissance traditionnelle, il faut la protéger de cette liberté-là. Il y a une liberté à l'intérieur de ça. Puis d'ailleurs, dans mes recherches, ça paraissait qu'il y avait certaines libertés qui étaient données aux gens de transgresser certaines règles sociales grâce à cette confrérie-là. Par la suite, en fait, l'année suivante, j'ai commencé sur les ENA. J'ai travaillé avec, je pense, 8 ou 9 environnements numériques d'apprentissage. Le premier, c'est un environnement maison qui était basé en Indiana. Par la suite, j'ai utilisé Moodle, je le mets, c'est en 2003. Mon compte, ça date de 2003. Je m'y intéressais depuis le début et tout ça. Puis, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup en tant que plateforme. Je m'intéresse beaucoup aux plateformes. Il y a des choses qui peuvent vous faire réagir un peu, comme je mets le brassage maison et la torréfaction maison là-dedans. Le truc, c'est que si vous ne le savez pas, le brassage maison de la bière, l'île, je sais qu'il y a une scène brassicole, puis c'est tout près de la Belgique. Moi, je suis très inspiré par les brasseurs belges, alors que je suis jamais allé en Belgique. J'adore les bières belges. Et puis, le brassage maison, c'est vraiment ce qui a causé une espèce de... Je l'appellerais même révolution, mais en tout cas une transformation de la bière artisanale. Et ça vient vraiment de la maison. Ça vient vraiment des gens qui faisaient de la bière à la maison. On se dit, qu'est-ce que ça a comme importance? La raison que ça a commencé à vraiment avoir une très, très grande importance, c'est par le partage très, très libre et ouvert de la connaissance brassicole. Les gens, par des forums, des listes de diffusion, des rencontres et tout ça, non seulement on partage nos bières, on partage nos levures. Si vous connaissez puis ça existe, des recettes de bière qui sont libres et ouvertes.
C'est beaucoup des développeurs, c'est souvent des hommes, souvent ingénieurs, un prototype. J'ai fait une présentation là-dessus sur l'ingénieur allemand et l'artiste belge, mais c'est un petit peu le prototype qu'on a là-dedans. Puis c'est l'idée qu'on le partage de toute façon. Quand on partage nos levures, ben, on peut se dire, ben, on propage littéralement des levures. C'est comme ça que ça se passe. Je sais pas, au Québec, on fait le muffin de l'amitié, ça peut être le gâteau de l'amitié, c'est qu'on donne la souche de son gâteau à une autre personne, puis c'est la même chose avec les grainothèques. On partage des graines, des semences. Ben, ça passe très bien. On se dit, ben, c'est loin de l'éducation. Pas tant que ça, selon moi. Torréfaction, c'est un petit peu la même chose. Évidemment, c'est pas des levures, mais c'est un petit peu le même genre de choses. Moi, j'ai eu une centaine de kilos de grains verts que j'ai torréfiés chez moi. Ah, ben merci, Marianne. À la prochaine. Que j'ai torréfié chez moi. On se dit, ah, ben c'est pas grand-chose, mais c'est la connaissance qu'on partage. À partir de ça, c'était en 2002, j'ai commencé à partager comme ça. D'autres choses qui peuvent vous interpeller, il y a des choses un petit peu étranges. Y compris sur la cybersécurité, c'est pas là où on fait du libre. Ben, en fait, oui, parce que le logiciel libre, c'est celui qui est le plus facile à analyser pour des brèches de sécurité. Les défenseurs de la cybersécurité parlent souvent de l'ouverture du code, y compris avec l'intelligence artificielle. Il y en a qui disent « Ah non, mais c'est atroce parce que maintenant, des mauvais plaisants peuvent l'utiliser pour faire des choses qui sont très, très, très négatives. » Les partisans du libre, surtout ceux qui sont puristes, vont dire « C'est pas grave, c'est comme ça que ça va se passer parce que tu peux pas l'enfermer. Le génie est hors de la bouteille. » Alors, on n'a pas le choix. De toute façon, ça va être libre. Que vous soyez d'accord ou non, c'est quand même un petit peu là que ça se passe. Des trucs un peu étranges sur l'appropriation techno-musicale, ben c'est mon projet personnel, très, très, très informel, très étrange, de toutes sortes de façons. C'est sur l'appropriation du son par la technologie musicale. Puis en ce moment, depuis à peu près 2-3 ans, j'appelle vraiment ça apprentissage inclusif par la technologie musicale. Même un acronyme LTILT, Musical Technology Inclusive Learning and Teaching. Pour moi, c'est quand même quelque chose que je porte, autofinancé. J'ai pas encore demandé de bourse pour ça, mais ça fait partie de ce que je fais. Je suis sur le fait divers. Donc, la fédération des identités et tout ça, ça m'intéressait depuis assez longtemps, mais je suis allé sur Mastodon. Mon premier compte Mastodon, c'est en 2018, que j'utilise plus. Maintenant, j'ai un nouveau compte. J'ai quitté Twitter alors que j'avais 5000 personnes qui me suivaient à peu près. Puis j'ai complètement abandonné parce que c'est nauséabond pour moi. Là. C'est pas un très très bon milieu. Puis en passant sur les règles, puisque c'est ce qui interpelle plusieurs parmi vous, ben ça m'a pris du temps avant d'arriver sur les règles. Je sais que ça existait déjà et j'en faisais. C'est juste que je connaissais pas le terme. Alors, en 2007, je suis allé donner une présentation sur ce que j'appelais Free, Open and Flexible. L'idée que ce qu'on produit en enseignant, comme mes notes de cours que je distribuais avec des licences Creative Commons, puis, si vous allez les retrouver, puis vous allez me dire « Ah, ils sont pas libres parce que tu permettais pas la modification. » Pour certains trucs, je pense que je les mettais non modifiables, là, ND. Je le faisais comme ça. Tout le monde a fait l'erreur. Là. Il y a plusieurs personnes qui ont fait l'erreur. Par la suite, tu sais, je faisais ça. Non, c'est vrai. Tu sais, je veux tout à fait que vous les modifiez, mais en autant que vous donniez le crédit. Ou sinon, avant ça, même, je les mettais dans le domaine public. Y compris les livres audio qui étaient du domaine public. Et l'audio comme tel, vous pouvez chercher des trucs que je faisais en 2006-2007. Le fichier est tout à fait libre. Seulement dans le domaine public, je n'ai pas besoin de mentionner ou quoi que ce soit. Ben, les REL, c'est en 2007 que j'ai fait comme « OK, c'est ça que ça s'appelle! » C'est ce que je faisais. J'étais un petit peu comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans s'en apercevoir. Ben, je faisais des REL, des réellement. Là, tu sais, comme c'était pas juste ND. Là, il y en avait qui étaient CC BY ou CC BY SC, là, des trucs comme ça. Qui étaient vraiment... ouais, c'est ça. Tu as tout à fait raison, Marie-Lou. C'est une étape dans le processus d'apprentissage. Si on ne l'a pas fait, on ne l'apprend pas. Moi, en tant que pédagogue, c'est quelque chose de très important pour moi de dire tu n'apprends pas si tu ne fais pas d'erreur. Tu sais, si tu le sais tout de suite, tu le sais à un certain niveau, mais si tu as fait l'erreur, maintenant tu comprends pourquoi tu fais les trucs.
Une présentation que j'ai faite en 2015, on a organisé quelque chose qui s'appelait Open Knowledge Fest à Montréal. C'est la deuxième fois que ça se faisait. La première, c'était à Berlin. La deuxième, c'était à Montréal en 2015. Je pense pas que ça s'est reproduit par la suite. Open Knowledge Foundation, je pense que ça existe encore. Je sais que ça existe encore, mais ça bat de l'aile à ce que j'ai pu voir. Il y a des gens qui en parlent comme « Ah, il y a des choses qui se passaient là ». Puis j'essayais de faire interagir les gens sur qu'est-ce qui est libre. Puis qu'est-ce que ça veut dire libre, qu'est-ce que ça veut dire ouvert, c'est quoi la différence, puis je parlais même d'avoir le cœur ouvert. C'est open minds aussi, d'ouvrir son esprit. Ben, l'ouverture d'esprit, ce que je dis assez souvent, c'est on ne fait pas avec un pied de biche. On n'ouvre pas les esprits avec un pied de biche. You don't open minds with a crowbar. Pour moi, c'est quand même assez important de penser que tout ça, c'est de ne pas forcer les gens à aller jouer librement, par exemple. C'est non, on va le faire ensemble. Puis je suis assis sur le jeu, free play, y compris en improvisation. Je suis musicien et je travaille beaucoup en improvisation. Ben c'est un petit peu ça l'idée. Alors, à peu près le dernier truc que je vais vous montrer rapidement, puis après, comme un petit peu conclure, vous allez vous dire « Ah, mais tu sais, on n'a pas vraiment parlé d'éducation. » Puis de toute façon, je peux rester une demi-heure après l'heure. Je peux rester encore 45 minutes. Donc, pensez à un écosystème. Qu'il y a vraiment un écosystème du livre. Alors, si on revient à l'image de Paul Stacey tout à l'heure, il y avait un arbre. Ben, dans un arbre, il y a des racines, il y a des branches. Puis c'est un peu ce qui permet, dans l'écosystème, l'analogie est quand même relativement forte, c'est pas biologiste, mais vous comprenez assez bien que un arbre a besoin de ses racines pour croître, mais aussi de ses branches. Hein. C'est évidemment la photosynthèse, ça se passe par les feuilles et ainsi de suite. Tu sais. Ben, ça permet au libre de croître. La croissance du libre, c'est grâce à des racines, il ne faut pas les oublier. J'ai entendu certaines personnes dans le milieu du libre de dire « Ah, ben tu sais, c'est en pré-émergence et tout ça. » Pardon, ça fait longtemps que ça existe, là, y compris au Québec. Moi, je suis arrivé au REL en 2007, officiellement, mais en 2004, il y avait déjà des bases de données, des catalogues qui incluaient des milliers de ressources éducatives libres en français, en 2004, au Québec, qui étaient créées au Québec comme des gens qui faisaient des wikis dans leurs cours. Puis il y en a plusieurs qui sont dans le libre, qui viennent des wikis. Si vous dites que c'est pas libre, je pense qu'on se comprend pas, on s'entend pas. Alors de vraiment comprendre ses racines. Puis quand je pense à un écosystème, je crois vraiment pas me tromper qu'un écosystème en biologie, c'est une question d'interaction entre les organismes et entre les organismes et leurs environnements. Une niche écologique, c'est une sphère d'interaction. Puis il y a une interdépendance là-dedans. Alors, de dire que l'arbre a besoin non seulement de ses racines, mais aussi de tout ce qui est donné par les vers de terre qui lui donnent ces éléments pour pouvoir croître, toutes sortes d'éléments principaux qui lui permettent de croître. Tout ça, c'est une dépendance. Puis un arbre qui a besoin d'un autre arbre ou des trucs comme ça, puis un réseau de racines. En fait, la notion de rhizome est super importante dans le postmodernisme. Ben, le rhizome, c'est ça, c'est un réseau de racines. Tout à fait. Puis on est interdépendant de façon parfois indirecte. On est dépendant de quelqu'un qui est dépendant de nous, mais qu'on est aussi dépendant de tous nos réseaux. Ce qui est un petit peu étrange quand je suis arrivé dans les écosystèmes d'innovation, mais vraiment d'innovation d'affaires, il parlait d'écosystème d'innovation, puis c'était avec un but commun. Ben, je me dis, voyons, c'est pas un écosystème à ce moment-là, parce qu'un écosystème, il n'y a pas de but. Les organismes ont leur propre but, d'accord, de survivre et tout ça, mais l'écosystème n'a pas vraiment de but commun. Mais pour l'écosystème d'affaires en innovation, c'est vraiment l'idée qu'on a un but commun. Alors une région, j'étais dans un écosystème d'innovation en cybersécurité avec les Pays-Bas, l'Israël, qui est très très fort en cybersécurité. On avait des Nigérians et des Iraniens dans notre équipe. J'étais le seul né au Canada dans une équipe d'une 50aine de personnes, c'est aussi le seul non-ingénieur, et puis c'est beaucoup soit des Iraniens ou des Nigérians. Et c'était vraiment un écosystème. On a fait des centres de cybersécurité en Nigeria, et puis là, c'était vraiment avec un but commun qui est lutter contre les attaques cybernétiques, là, les cyberattaques. Donc, se dire que quand on est dans un écosystème, qu'on fait partie de ça, puis il faut perdre son ego à un moment donné. C'est un peu drôle parce que la notion de réseau,
l'idée, c'est que quand on dessine un réseau, on dessine à partir d'un point central en général. On se dit, c'est mon réseau, donc c'est le réseau de ego. C'est vraiment comme ça qu'on l'appelle. C'est pas une question d'orgueil, c'est vraiment une question de ego, ça veut aussi dire la personne en soi, le point d'attache. Puis là, on va établir, ben, c'est quoi les premiers liens qu'on a? Vous le connaissez dans les réseaux sociaux, vous avez votre premier niveau, votre deuxième niveau, votre troisième niveau, les 6 degrés de Kevin Bacon, là, les 6 degrés de rencontre. Ben, partir d'un réseau comme ça, c'est que c'est une configuration qui est ouverte, vraiment très ouverte sur le monde. C'est un ensemble ouvert et qui est très, très fluide. Le réseau va changer continuellement parce que maintenant, on est en réseau ensemble. Vous me connaissez, je vous connais pas très, très bien, mais vous me connaissez un peu mieux qu'avant. Maintenant, on est en contact, on fait partie du même réseau, même si on n'a pas d'interaction directe par la suite, on est quand même dans le même réseau. Mais je suis en réseau avec les personnes que vous connaissez. Mon deuxième lien, c'est aux personnes que vous connaissez. Donc, ça va très, très vite pour étendre le réseau, puis j'adore ce concept-là d'étendre nos sphères d'action. Puis de se faire une cartographie, c'est un exercice que je fais beaucoup quand j'enseigne les sciences sociales. La cartographie que j'ai fait ici, ça n'a pas tellement rapport au libre, à part le fait que c'est vraiment sur les bases de la cybernétique qui viennent, entre autres, de l'anthropologie et de la sociologie, avant de devenir l'intelligence artificielle. En fait, il y a eu des conférences dans les années 40, les Macy Conferences, des anthropologues, des sociologues et des psychologues qui ont bâti ça. C'est ce qui est devenu l'intelligence artificielle essentiellement. Ça s'appelait pas encore comme ça, le terme est venu tout juste après, mais ça vient de ça. Alors c'est un petit peu cette idée-là de penser en réseau. Vous pouvez penser, ça existe, je sais pas si ça existe en France d'ailleurs ou ailleurs en francophonie, mais les dictionnaires biographiques en anglais ils appellent Who's Who. C'est qui sont les personnes à connaître, un petit peu comme une encyclopédie, machin, mais c'est aussi les liens qui sont entretenus, telle personne a travaillé avec telle personne, et ainsi de suite. Au centre de tout ça, avant la cybernétique, c'était Ada Lovelace, la première informaticienne, la première personne qui a programmé un ordinateur qui n'existait pas encore, là, qui était seulement un concept, c'était Ada Lovelace. Le premier code informatique, c'est Ada Lovelace. Il y en a qui se disent « c'est pas vraiment une programmeuse ». Personnellement, ça m'importe peu. Mais l'idée, c'est que ça part d'une certaine sphère d'action, puis on est toutes dépendantes et dépendants. Alors, les parcours sont très, très diversifiés. Juste très, très brièvement, sur l'innovation ouverte, moi, ce qui m'a vraiment interpellé quand je suis allé à Nantes pour Open Education Global, c'était pendant l'allocution de la présidente de Nantes Université, Karine Bernot, qui est juriste, qui a d'ailleurs publié un article sur les contenus ouverts, comme Barbara le dit, les REL, c'est vraiment sur le contenu ouvert, alors que l'éducation ouverte et libre, c'est pas seulement sur le contenu, c'est sur des pratiques. C'est des façons de faire. Pendant la présentation de Karine Bernot, il y avait 2 personnes, y compris une qui est en fait spécialiste d'expérience utilisateur à Nantes, l'école de design de Nantes Atlantique. D'ailleurs, je travaille avec des gens qui viennent de là. C'était vraiment sur l'innovation ouverte. Au Québec, on en fait de toutes sortes de façons depuis très longtemps. Il y a le Guillot dans le bas du fleuve, qui est ce que j'appelle le Bas-Duf, qui est le Bas-Saint-Laurent, une région du Québec, dans l'est du Québec. C'est l'innovation un peu parce qu'ils n'avaient pas le choix. On dit que la mère invention, c'est la nécessité. C'est un petit peu l'idée. Le Lio à Rivière-du-Loup et puis le reste du Bas-Saint-Laurent, c'est vraiment basé sur l'innovation ouverte parce qu'on n'a pas le choix. Puis cette région-là, le Bas-Saint-Laurent, c'est la première FAB-région. Je pense en 2035, ça va devenir une région le plus possible autosuffisante, où on peut créer nos propres choses. Si vous connaissez les Fab Labs, les Makerspace et ainsi de suite, les Fab Labs, il y a vraiment une charte et ainsi de suite. Une Fab Région, c'est là où on peut fabriquer nos propres trucs en toute liberté, en toute connaissance de cause. Sur le lieu pédagogique, je vais passer extrêmement rapidement. Je vais juste laisser les diapos là. C'est qu'on remonte de tellement loin que ça vient même de l'Université de Bologne en 1088, qui techniquement c'est la première université. Les universités avant c'était purement religieux, y compris l'université de Tombouctou, qui était une énorme université. Je pense que c'était 15 000 étudiants. C'était surtout des universités religieuses, mais l'Université de Bologne, c'était déjà une université ouverte, parce que c'était les étudiantes et les étudiants, je pense que c'était tous des étudiants d'ailleurs, désolé, mais je pense que c'était des gens assez riches, mais qui se procuraient des profs. Alors, plutôt qu'avoir des profs qui décidaient de la matière à couvrir, c'était les étudiants qui disaient
on va apprendre ça, on va s'engager des gens, on va amener des gens au 11e siècle, à la fin du 11e siècle. Puis le modèle de Bologne est de rester de toutes sortes de façons, ça s'est transformé par la suite. Mais même Jean-Jacques Rousseau, sa vision de l'éducation, c'était encore dans le même truc. Bell Hooks, si vous la connaissez pas, vraiment, je l'ai redécouverte il y a pas très très longtemps, après sa mort malheureusement, mais elle était vraiment incroyable. Moi, j'ai été touché au plus haut point sur ce qu'elle a fait. Au Québec, j'ose le dire parce que justement, je suis un enfant qui est venu par la suite. Hein. Le rapport Parent, c'était la fin des années 60, mais ça a été écrit pendant les années 60. C'est une commission royale d'enquête, oui, mais c'était avec Monseigneur Parent d'ailleurs. Puis il y avait d'autres religieuses. L'éducation au Québec était exclusivement, presque exclusivement religieuse, surtout l'éducation qui était payée par l'État. Mais à partir de là, non seulement on a sécularisé l'éducation, mais on l'a transformé en éducation ouverte d'une façon qui, encore maintenant, c'est là qu'on n'a pas de préscolarité jusqu'à l'enseignement supérieur, y compris les cégeps. Techniquement, il n'y a pas vraiment de préscolarité, il y a des frais afférents, machin chouette, mais ça coûte très, très peu cher. Puis d'ailleurs, on applique ces frais-là, ce manque de frais-là, des gens qui viennent de l'extérieur du Québec, y compris l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, et ainsi de suite, pour certaines disciplines techniques. Si vous voulez aller étudier en région, au cégep ou à l'université, vous pouvez y aller avec le manque de frais scolarité québécois. Donc, vous auriez le droit depuis 2020. Il y a une règle qui a été mise en place, un programme assez spécifique, y compris, je dis technologique, mais c'est aussi en éducation à l'enfance. Alors, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Mais tout ça, c'est une logique interne pour l'éducation au Québec qui est vraiment basée sur l'éducation publique. Puis pas seulement sur la gratuité ou les très, très faibles frais, comme en France, là, je sais bien qu'il n'y a pas de scolarité dans les universités et ainsi de suite, mais c'est un petit peu cette idée-là d'ouvrir, y compris sur ce qu'on veut apprendre. Ces diapos, je vais complètement passer outre, parce que vous les avez quand même. Il y a une logique très, très, très technocentrée qui dit, le libre, c'est l'infrastructure libre, il faut que ça soit du logiciel libre et tout ça. Il y a des choses qui manquent à cette histoire-là. Je suis pas très, très technocentré, mais c'est quelque chose qui existe et qui est quand même important. La question que je vous porte à vous poser, c'est à quoi le libre est-il une réponse? Avant que ça soit un outil, parce que c'est un outil, le libre, en soi, là, que ce soit une pratique libre ou quoi que ce soit, c'est un outil qu'on se donne pour répondre à des besoins. Au moins, c'est la version anthropologique de la technologie. C'est tout outil qu'on s'est inventé en tant qu'être humain pour répondre à des besoins, y compris le langage, la famille, les banques, la monnaie, la dette. Le fait d'avoir des dettes, c'est vraiment des outils qu'on a. Mais le libre, c'est une réponse à quoi? À quoi ça sert? Alors, je vous porte à vous poser cette question-là. C'est comme moi qui parle depuis plusieurs minutes, j'en suis désolé. Mais c'est un peu l'idée, puis je continue à regarder ce qui se met dans le clavardage. J'ai pas regardé les questions, je suis désolé de ça. De toute façon, on va revenir après là-dessus. L'idée, c'est que on essaye de se libérer. Mais on se libère de quoi? Alors, moi, ce que je vous propose, puis là, il reste 2 minutes au temps officiel, là, pour l'heure, même si c'est 1h30 officiellement. Ce que je vous propose, c'est de penser au libre comme vraiment une culture en mouvement. On est basé sur des valeurs communes. Pour moi, je vous ai mentionné la justice épistémique. Pour moi, ma valeur fondamentale, c'est que on se pose ensemble la question de qui décide de ce qui compte en tant que connaissance. Est-ce que c'est des gens en Europe et en Amérique du Nord qui décident que voici la connaissance qui doit être diffusée? Est-ce que c'est basé sur le prestige? Honnêtement, puis je veux froisser personne, mais j'ai entendu quelqu'un qui était indicateur d'une grande institution sur les ressources éducatives libres qui me disait « Ah oui, mais les ressources éducatives libres qui viennent de telle université, mes profs, c'est un vice-recteur adjoint, mes profs les utiliseront jamais parce que ça vient de telle université. » Je fais comme, excuse-moi, mais c'est ton problème. Si tu es partisan du libre, de ressources éducatives libres spécifiquement, puis qu'il ne faut pas que ça vienne d'une autre université, il faut que ça vienne de ton université, c'est ce qu'on appelle du FOPEN. Je l'ai mis ici, là, en fait, un petit peu plus tôt. Mais c'est en fait les espèces d'abus du libre. C'est de dire,
On se donne, tu sais, le open washing, on dit que c'est ouvert, mais juste par bonne volonté, mais finalement, on ferme des tas de trucs, des plateformes commerciales pour des ressources libres, ou des ressources libres qui sont finalement masquées derrière la pub. Ah, mais vous pouvez les récupérer. Ouais, mais tu prends mes données par la suite, il y a une surveillance et tout ça. Honnêtement, moi, ça va pas dans mes valeurs. Par contre, dans mes valeurs, c'est sur la justice épistémique, de se sortir la tour d'ivoire. En ce moment, je suis absolument pas dans une institution. Bon, en fait, non, c'est pas tout à fait vrai. Je suis en train de co-créer, de contribuer à un référentiel de compétences pour un programme de design UX à l'École de technologie supérieure à Montréal. Techniquement, je suis associé à ça, mais c'est un emploi temporaire à temps partiel. Ben, justement, en parlant d'éducation, du système d'éducation à 3 vitesses au Québec sur le public, le privé et le public à vocation particulière, je suis tout à fait d'accord, mais il y a aussi l'éducation communautaire. Je vous laisse là-dessus pour qu'on puisse ouvrir la parole et tout ça, parce que il y a l'éducation communautaire qui est en train de se passer. Puis ce que je vous suggère, c'est vraiment de passer par les communautés de pratique. Alors, j'ai fait une présentation avec Uruj Nizami l'année dernière, et c'est vraiment là-dessus. C'est les communautés avant les projets avant les personnalités. Alors, merci, désolé d'avoir tant parlé, mais maintenant, j'ouvre la porte, je vais aller voir sur les questions et tout ça. Je vais revenir sur ce que Marie-Lou dit, mais sur les questions, expliquer, ouais, ça va. Contenu, relation tranquille, parfait, je vais revenir là-dessus. Et l'accessibilité vers un régime politique ouvert, non. OK. Je vais quand même répondre avec ces trucs-là. Commençons avec Picossi, si tu veux intervenir aussi, ça serait bien. Fait que pour moi, régime politique ouvert, ça existe là. C'est difficile, c'est extrêmement difficile. C'est justement plus facile avec les budgets participatifs, les budgets citoyens. Mais l'idée, c'est des communautés qui se mettent en place. C'est pas contre des gouvernements. Souvent, c'est en marge ou en parallèle avec des options documentaires. Un exemple que j'aime bien, que vous allez trouver extrêmement anodin, c'est les ruelles vertes. Bah, oui, on s'en va. Une ruelle verte, c'est quoi? Ben, une ruelle verte, c'est des gens qui s'approprient leur ruelle. Donc, il y a beaucoup de ruelles à Montréal pour la façon que le développement urbain s'est fait à Montréal. Et les ruelles qui appartiennent à la ville, techniquement, mais les citoyens se mettent ensemble. C'est ce qu'on appelle l'urbanisme guérilla au départ. C'est vraiment le terme qu'on utilise des fois. Ils se mettent ensemble pour faire des événements dans la ruelle, qui vont faire un café dans la ruelle, et ainsi de suite. Ça existe à Madrid, à Barcelone, machin. Et pas seulement en Espagne, mais c'est dans les exemples qui me viennent. Et c'est de récupérer l'espace public. Puis maintenant, c'est devenu un programme institutionnalisé par la Ville de Montréal, disant, vous avez le droit d'avoir une ruelle que vous adoptez ensemble, et puis vous devez en prendre soin. Vous adoptez votre ruelle, ben maintenant vous devez en prendre soin, puis vous allez l'aménager comme vous voulez, et ainsi de suite, y compris bloquer la circulation essentiellement. Parce qu'il y a beaucoup de camions qui essaient de passer par des ruelles pour éviter les rues et tout ça. Donc, un exemple comme ça d'un régime politique ouvert, c'est avec des choses minuscules. Une ruelle là, avec quelques dizaines de personnes, peut-être des centaines, mais bon, c'est minuscule. Puis après, ça donne des choses très, 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 très large, y compris des révolutions, oui, ça arrive, mais aussi comme, pour l'Islande, à ce que je sache, leur constitution a été au moins décrite de façon participative. Alors pour moi, la démocratie participative, c'est exactement ça, un régime politique ouvert. C'est pas de voter pour des élus, c'est vraiment d'avoir des délibérations publiques. J'étais vraiment en participation du public. J'ai fait le premier CLOM, donc cours en ligne ouvert à tout le monde. C'était en fait une expérience, c'est pas vraiment un cours, c'est une expérience d'apprentissage ouverte à tout le monde. Il y a eu 2000 fonctionnaires à travers le monde, y compris la ministre du numérique à Taïwan et puis des gens de Nouvelle-Zélande qui ont été inscrits. Puis ça a vraiment fait réagir des fonctionnaires canadiens. C'est la première fois que le gouvernement du Canada avait un cours comme ça, une expérience d'apprentissage comme ça. C'était spécifiquement sur la participation du public. La participation citoyenne, c'est en train de se faire et il y a vraiment une nécessité d'aller vers ça. Puis, sans froisser personne, on va au-delà
des États-nations, qui est un concept qui vient de l'époque romantique au 19e siècle, là, allemand essentiellement, en fait, la fin du 18e siècle en Allemagne, Herder et des gens comme ça, puis les frères Grimm, hein, vous connaissez les frères Grimm pour les contes, mais au départ, c'était des philologues, ben, c'était beaucoup sur l'esprit allemand, machin chouette, États-nations. Les États-nations, il existe encore quelques-uns dans le monde, y compris la Somalie, l'Arménie, l'Israël, et ainsi de suite. Ça existe encore. Le Japon, c'est une État-nation. Mais je dirais pas que c'est désuet, mais quand on est en réseau, ça passe assez mal d'aller dans les États-nations. Puis l'autre question à laquelle je vais répondre, parce que Open est ouvert et libre, on en a parlé un peu, comme le disait Barbara, tu sais, ça demanderait une grande discussion. Sur la Révolution tranquille, très très rapidement, c'est l'idée que à partir de la fin des années 60, le Québec, c'était encore des Canadiens français, on s'appelait les Canadiens français à l'époque, il y a encore des gens qui se traitent de Canadiens français. Puis maintenant, au Québec, c'est moins répandu que dans des francophones hors Québec, y compris, il y en a, je pense, parmi vous, en tout cas, Catherine Lachaine, qui fait partie de l'organisation du truc, des franco-ontariennes. Ben, au Québec, c'est « Hey, on va se faire une nation », puis c'est justement sur avoir un État-nation québécois au départ, dans les années 50-60. Mais à partir des années 70, c'est de se dire, plutôt que de faire un nationalisme, qui était vraiment le cas de l'époque, puis il y a des gens qui étaient antisémitiques, littéralement antisémitiques. Il y avait le chanoine Groux, qui était un prêtre, qui était vraiment antisémitique. Il y a encore des rues à son nom, et ainsi de suite. Ben, il a écrit un livre qui s'appelait L'appel de la race. Je suis désolé, mais c'est vrai, là, ça existe. Le Québec de l'époque avait des rapports assez difficiles à son idée de nation, mais à partir des années 70, ça a vraiment été l'idée de on va construire un nouveau type de société. Ça n'a pas tout à fait fonctionné, mais il y a des choses, il y a des institutions qui ont commencé à être mises en place, y compris ce qu'on a appelé la nationalisation de l'électricité. C'est à peu près le gros truc qui nous reste encore, c'est que Hydro-Québec, notre électricité qui est parmi les moins chères au monde, là, beaucoup moins chère que dans le reste du Canada, qui est incroyablement moins chère qu'aux États-Unis, je pense évidemment qu'en France et en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord. Et ben, l'électricité, elle est si peu chère parce qu'on s'est donné les moyens de faire vivre la société avec cette énergie-là. Donc, la Révolution tranquille, pour faire court, même si c'est pas si court que ça, c'est un petit peu l'idée qu'on se donnait les moyens à l'époque. Alors, je vais regarder dans le clavardage, puis encore une fois, s'il y a des gens qui... ouais, désolé que je sois très, très prof, que si je suis pas toujours sur le mode professoral, mais là, c'est un petit peu ça. Donc, s'il y a des gens qui veulent monter sur scène, c'est souvent le bon moment. Puis pendant ce temps-là, je vais regarder un petit peu ce qu'il y avait comme autre message, faire revenir sur celui de Marie-Lou. Je vais vous donner le temps de réagir un peu si vous voulez monter. N'hésitez pas à dire si vous voulez monter sur scène, et je vous inviterai à le faire. Là, par exemple, je vois Harding Frédéric Kouao. Pour moi, le livre permet de comprendre, d'innover, même de reproduire l'idée, puis de la façonner. Oui, tout à fait, c'est ça. Il y a cette flexibilité-là qui est tellement importante. On parle d'adapter, mais de la façonner. Hein, pour la connaissance, de se dire « Ah, on transmet la connaissance. » Attendez, là. En pédagogie, oui, ça existe comme modèle, mais c'est surtout de la créer. On crée la connaissance. Plusieurs parmi vous êtes dans des universités. Dans les universités, on crée la connaissance quand même. Il y a des nouvelles connaissances qui n'existaient pas avant. C'est de l'approprier. Reconnaissance collective, tout à fait. Puis d'ailleurs, les badges ouverts, je l'avais énuméré, là, je fais partie de ce milieu-là, sur les communautés de pratique. Une de mes communautés de pratique préférées, justement, le dernier lien que vous voyez, communauté de pratique, c'est We Are Open, qui fait Open Recognition is for everyone. Donc, la reconnaissance est pour tout le monde. Ben, c'est la reconnaissance des connaissances, des compétences. Ouais. Puis sur les vrais, il faut savoir, Marie-Lou aussi avait parlé de savoir de qualité. Personnellement, en tant que pédagogue, j'insiste vraiment, puis c'est pas tout le monde, c'est pas tous les pédagogues qui sont comme ça. Mais pour moi, la qualité de la connaissance vient du fait qu'on la décortique ensemble, parce que j'ai pas un modèle qui est de la connaissance reçue.
pour moi, on construit. J'ai un modèle très, très constructiviste, puisque mon père étudiait avec Piaget, puis c'est on construit la connaissance ensemble, même au primaire. Mon père a fait ça à Saint-Cèdre, à la frontière avec la France, en Suisse, dans les années 60. C'est de construire la connaissance même en première année de primaire. Et oui, on a des biais, mais on les a ensemble. Alors, Marie-Lou, peut-être que tu n'es pas d'accord avec moi, mais c'est un petit peu l'idée que ça devient une connaissance qu'on commence à construire ensemble. Puis elle devient d'une qualité qui est... Est-ce que c'est une vérité? Non, c'est des vérités qui viennent ensemble, qui sont contextuelles et tout ça. Mais encore une fois, s'il y a des gens qui veulent monter, là, j'ai tendance à venir sur le mode très, très professoral, comme le disait... quoi ça? Excuse, pardon. N'hésitez pas à nous dire si vous voulez monter pour avoir une discussion, entre guillemets, autour de la table. Puis, Mais en moi, passant, j'aime bien Perrine, aussi parler de sur ville le- sur Roubaix. Oui, vas-y. Non, mais sur le gouvernement ouvert, on sent bien qu'on en a incroyablement besoin en ce moment. On a des démonstrations tous les jours d'à quoi l'absence de transparence mène et on sent bien qu'on est dans une société où il y a des communautés aussi qui se ferment, alors que ce que j'aime dans ta présentation, c'est qu'on voit les interactions entre tous ces écosystèmes qui se fertilisent les uns les autres. Et Tout à fait. c'est pas le cas. Il faut rester. C'est pour ça qu'on est là tous dans cette communauté ouverte où on partage, parce que vraiment c'est un peu déprimant ailleurs, je trouve. Ouais. Ben oui, tout à fait. Je posais la question, le libre est la solution à quoi? C'est la réponse à quel problème? Selon moi, c'est pas une question d'économie. Si vous pensez, vous êtes tout à fait en droit d'être en désaccord complet avec moi. Mais si vous pensez à un monde où il n'y aurait pas de monnaie, la monnaie, c'est relativement récent dans l'histoire de l'humanité, honnêtement. Là, il y a un anthropologue qui est décédé depuis, David Graeber, qui a écrit un livre qui s'appelle essentiellement la dette, les 6000 ans d'histoire humaine. La monnaie vient de la dette date d'à peu près 6000 ans, ce qui est un instant pour l'histoire de l'humanité. Ben, pour 6000 ans, oui, on utilise la monnaie à toutes sortes de choses et de plus en plus l'importance. Si on va au-delà des crypto-monnaies qui sont quand même des monnaies, vers quelque chose qui sont plus des monnaies, qui sont d'autres systèmes d'échange libres, où on n'a plus besoin, c'est plus du troc. Le troc, c'est un petit peu comme la monnaie, c'est un échange qui est voulu pour être égal, ce qu'on n'est pas un échange négatif, mais quand on va au-delà de la monnaie vers quelque chose où ça n'a plus d'importance, on échange librement. Puis à ce moment-là, est-ce qu'on a encore besoin du libre? Oui. Oui, on a vraiment besoin du libre. Vient de sortir? Ah, désolé. Ah non, OK, l'article vient de sortir. Fait que c'est un petit peu ça, c'est de se dire, on a besoin du libre pour régler des problèmes ensemble. Le changement climatique, c'est un des problèmes pernicieux. Wicked problems, là, si vous ne connaissez pas l'expression, wicked problems, c'est des problèmes qui sont pernicieux. On ne sait pas comment ça peut se régler, mais à quoi ça ressemblerait quand ça se règle? Ben, les problèmes pernicieux, il faut que les règles ensemble. On doit y travailler ensemble, c'est créer une connaissance qui n'existe pas pour l'instant. Puis en passant, Barbara va parler du 4e siècle en Inde sur l'histoire des universités. Merci pour ça, je vais aller retrouver ça. Je suis sûr que c'est dans le journal, la revue Éducation ouverte et libre. Il y a vraiment quelque chose de génial qui se passe avec ça quand on commence à comprendre que ça fait des milliers d'années qu'on fait des trucs comme ça, littéralement. Ouais, les grands méchants problèmes. Ouais. Problème pernicieux. Des façons de co-créer les savoirs, c'est ça, ça marche. OK. Si on se comprend, c'est non seulement acquérir des connaissances ensemble, mais vraiment les développer. J'insiste là-dessus. Là, c'est la collaboration sur la connaissance, c'est qu'à un moment donné, on décide plus. Je pense que j'ai ébroué quelqu'un en disant, même en sciences pures, il y a des choses qui nous viennent, des connaissances traditionnelles qu'il ne faut pas négliger. J'ai travaillé avec des chasseurs au Mali. Il y a des choses en pharmacologie, par exemple, qui viennent directement de ce que les chasseurs faisaient comme guérison par les plantes. Mais cette connaissance-là, il ne faut absolument pas la dénigrer. Puis ce qui se passe très, très souvent, même en sciences ouvertes, c'est « Ouais, nous, on ouvre la connaissance et puis après, on va récupérer la connaissance qui vient d'Afrique de l'Ouest comme si de rien n'était. Puis maintenant, elle appartient à tout le monde. »
Ouais, ok. Elle appartient peut-être à tout le monde, mais euh, vous la, vous la faisiez seulement pour votre profit. J'ai eu encore l'occasion de venir sur scène. La dernière fois que je suis venu en tant que présentateur, on a pu avoir une belle discussion sur l'évaluation et ainsi de suite, là. C'est un petit peu le moins le sujet aujourd'hui. Moi, je crois que c'est la fin de février. Tu vois, c'est Ouais, j'ai pas envie de monter sur scène, là. C'est un petit peu frisquet. Voilà. ouais, ouais. Puis comme c'est une année bissextile, tu sais, c'est le mois de février est plus long, ce qui est bien pour l'histoire, le mois d'histoire des Noirs, pour une journée de plus au moins, là, mais, ouais. Puis Donc, je j'encourage. Je vois LLL, qui est le nom de la maison d'édition, mais ça me rappelle un autre LLL, c'est Lifelong Learning. L'apprentissage tout au long de la vie. Je ne sais pas si vous avez une autre expression dans le reste de la francophonie, mais l'apprentissage tout au long de la vie, c'est un petit peu ce que je vous dis, sortir de la tour d'ivoire, puis d'aller vers l'apprentissage communautaire. Ben, honnêtement, là, je vous le dis parce que j'y suis, dans le milieu communautaire, même dans l'industrie, là. Quand je dis communautaire, ça peut être des industries comme je travaille avec ça pourrait être des compagnies d'assurance. Là, j'ai des collègues qui travaillent dans les compagnies d'assurance. Je dis, ah ben non, c'est absolument pas libre. Oui, mais il y a une connaissance qui est libre. Une communauté de pratique, ça peut être des gens, c'est Hydro-Québec, justement, là, qui vont travailler ensemble, là, puis qui vont apprendre ensemble. Alors, c'est un peu ça l'idée, là. Je vous encourage très fortement à sortir des murs de vos institutions, parce que je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes dans des institutions, puis aller au-devant des gens, parce que l'apprentissage se passe partout, que ce soit dans les musées, les bibliothèques, les cafés, les bars, les mosquées, les synagogues, et ainsi de suite. L'apprentissage se passe partout. Les studios de yoga. Ouais, je pense que c'est ça. On a eu énormément de contributions, comme toujours. Je pense que je vais rappeler Lucie, Jules, Najwa. Merci Marie-Lou, c'était génial toutes ces contributions une fois de plus. Et vraiment, voilà, on ne réagit pas, mais moi je lis et je réfléchis et j'aime beaucoup lire le clavardage. Et merci aux participants parce que c'est très riche. Et puis c'est toujours génial et ça fait plaisir parce qu'il y a une communauté ici qu'on retrouve de mois en mois et tout le monde ne peut pas venir tout le temps, mais pourtant, ça va. On se développe. Je rappelle aussi que c'est possible de le revoir et donc le lien devient libre assez rapidement après le webinaire dès qu'on prend le temps et qu'on le met en libre. Voilà. Merci Alexandre. Est-ce qu'il y avait encore quelque chose à dire pour conclure? Ben, juste, je réagis puisque tu parlais de Marie-Lou puis Eric qui me salue aussi. On défend tellement des bibliothécaires. Il y en a plusieurs parmi vous, là. Vous êtes les héroïnes et héros de la société de l'information. Je le dis à chaque fois, ça reste vrai. C'est vrai. J'adore les bibliothécaires. Et hier, j'ai eu quelqu'un au téléphone qui m'a dit que les bibliothécaires parlaient de moi et j'étais très flattée. Et c'était à propos évidemment des ressources éducatives libres. Donc je me suis dit que ça progressait tout ça, c'était bien. Merci beaucoup Lucie, Jules, Najwa. Est-ce que vous avez des commentaires, qu'est-ce que vous en pensez vous de cette présentation? Lucie, est-ce que tu as découvert quelque chose que tu ne connaissais pas du tout? Ben oui, je suis encore dans cette phase où justement je découvre vos côtés. J'ai pas encore fêté mon anniversaire ici en tant que bénévole de l'ONG francophone. Donc à chaque fois, en fait, c'est un plaisir je suis beaucoup à l'écoute et tout ce qui est aussi toutes les échanges dans le clavardage sont aussi très utiles. Donc vraiment merci à toutes d'être aussi actifs. Alors je sais que c'est pas évident de prendre la parole et aussi de monter sur scène, même si franchement on est entre nous, donc faut pas hésiter. Mais vraiment merci aussi beaucoup Alexandre parce que de nous transmettre comme ça toute cette expérience que tu as vécue depuis des années, ces expériences multiples. Vraiment, je l'accueille comme un vrai cadeau. Donc, j'apprends. Merci beaucoup aussi pour tout ça. Jules.
Est-ce qu'il y a tu as découvert quelque chose aujourd'hui ou tu Hmm, savais déjà tout? oui, oui, je me suis rendu compte qu'effectivement, lorsqu'on parle d'ouvert, c'est dans presque tous les domaines sont concernés. Il y a pas les domaines qui sont mis à marge, que ce soit la science, que ce soit le journalisme, tous les domaines vraiment. Au départ, quand moi je voyais ouvert, je voyais toujours ressources éducatives libres. Parce qu'en tant que formateur, vraiment, c'est ce qui m'intéresse le plus, quoi. Mais je me suis rendu compte que vraiment, c'est vraiment une vaste communauté et que personne n'est vraiment à laisser, on doit laisser personne de côté, quoi, parce que tout le monde est concerné. Et avec la notion de commun en plus, parce qu'il y avait une notion de commun, quoi, c'est-à-dire que co-construire. Et ça m'a permis de vraiment d'approfondir mes connaissances sur cette co-construction-là. Et vivement, vraiment, que les gens les mettent en pratique, quoi. Parce que après, l'idée, c'est qu'on puisse vraiment pratiquer ce qu'on dit. Que ce soit le commun, vraiment, les espaces communs, les trucs communs, que vraiment chacun se sente vraiment impliqué dans cette histoire, quoi. Mais j'avais une question là. Il y a le professeur Mokhtar qui a laissé une question. Je ne sais pas si Alexandre l'a vu. Pouvez-vous Oui, oui. expliquer la dichotomie entre l'appellation en français Ressources éducatives livres et en anglais Open Education Resources? Ouais, ben c'est ça. C'est comme Barbara le disait, ça demande une réflexion approfondie qui a déjà eu lieu avec le groupe. Euh, Entre ouvert et libre, il y a des différences. Mais c'est ça, comme vous allez retrouver, il y a la rediffusion. Je pense que c'est sur YouTube à l'époque, mais la rediffusion existe quand Barbara a fait sa séance sur ouvert et libre. Najwa, qu'est-ce que tu as appris? Ah, on ne t'entend pas. Voilà. Oui, je pense qu'il y a toujours de nouvelles choses à apprendre. Et j'en profite pour remercier Alexandre pour le partage de ses connaissances, quoique il le faisait tout le temps dans le chat, mais encore plus maintenant en présentation. Merci. Ça fait un lien en fait entre tout. Ça crée, c'est plus consistant et comme l'apprend des anglo-saxons, on devrait l'apprendre mieux. Il faut du storytelling pour ancrer toutes ces informations dans notre mémoire et comprendre un peu la chronologie, que ce sont des choses anciennes, mais toujours à remettre sur le fil parce qu'en fait, elles sont encore assez méconnues. Et ben, heureusement qu'il y a des personnalités comme Alexandre pour nous remettre de l'ordre un peu et d'histoire et nous donner ces synthèses. Voilà, donc merci à tous ceux qui sont restés jusque-là. On s'appelle 1 heure d'action pour l'éducation. C'est une espèce d'appel à venir participer si vous avez des réactions, si vous avez une initiative, faites-nous en part parce que on vous donnera la parole aussi pendant 1 heure, hein, le dernier vendredi du mois. N'hésitez pas à créer des événements tout seul aussi. Enfin, on est là pour vous aider, mais si vous voulez, c'est la semaine de l'éducation ouverte, la semaine du 4 au 8 mars. Mais toute l'année, vous pouvez lancer quelque chose localement et parler de ces ressources éducatives libres et de l'éducation ouverte. Donc, je vous remercie beaucoup pour les présents, les personnes qui vont venir plus tard revoir ça. Et on vous donne rendez-vous dans notre prochaine lettre d'actualité. Je remercie Lucie qui nous aide énormément là-dessus et Jules aussi. On va créer les 10 webinaires, on demande à chaque participant. Alors juste, je vous dis très vite le programme. Donc, je présenterai l'association Open Education Global le lundi à 17h. À 18h, donc c'est l'heure de Paris. Hein. À 18h, ce sera un journaliste de RFI qui viendra nous voir pour nous faire l'économie ouverte. Alors, lui, il a une émission qui s'appelle Éco d'ici, Éco d'ailleurs. Il s'appelle Bruno Faure. Et évidemment, on lui parle tout le temps de compétences et des nouvelles formations qui se développent sur le continent africain. Donc, il va en faire un peu un résumé et dire ce qui se passe et tout ce qu'il voit de très, très actif, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, donc ils ont envie de partager, ils ont envie de développer très souvent les compétences. Beaucoup de projets, il y a toujours derrière l'idée que ça va développer les savoirs et les apprentissages
dans leur pays. Voilà. Ensuite, le mardi, tiens, Lucie, je te regarde parce que j'ai un petit trou de mémoire. Je sais qu'on va parler beaucoup d'intelligence artificielle avec la chaire UNESCO Relia. Et Alain Goudet. Donc ça sera mercredi. Nous, mardi, on vous proposera à la chaire UNESCO Relia de participer à un relaton. Donc c'est une activité collaborative où on va pouvoir voir dans quelle mesure l'intelligence collective peut venir enrichir les réels et puis étudier aussi quoi l'IA peut, dans quelle mesure. Voilà, on va s'interroger sur l'IA et réel aussi lors de cette activité. Ça c'est le mardi. Mercredi, en effet, il y a un échange entre Bastien Masse et Alain Goudet sur qu'est-ce que l'école du futur. Donc on va parler éducation ouverte, IA et puis on va rediscuter de là, ce sera moins. Mais on va bien évidemment vous partager le programme. Là, il va bientôt être visible sur l'agenda d'Open Education Week. Et puis, on va vous envoyer un mail à toute la communauté pour vous partager l'ensemble du programme. Je ne l'ai pas devant moi, mais je peux aller plus loin. Hop. Si Jules aussi, n'hésite pas à compléter ce que je dis là. Voilà. Voilà, il y avait également, toujours sur l'IA vendredi, il y aura Jacques Dang et Christophe Fournier de l'Université numérique thématique au neige qui ont beaucoup de succès avec leur petit déjeuner, vraiment axé IA pour les enseignants, comment je m'en empare. Donc en fait, à chaque fois, ils avancent avec beaucoup de monde parce qu'ils sont très spécialisés. Comme toute chose très spécialisée, il y a tout de suite une communauté qui adhère parce qu'ils se sentent directement, comment dire, pas impliqués, mais intéressés pour progresser eux-mêmes sur ces compétences-là. Voilà, on a certainement oublié notre atelier. Et on parlera aussi du cycle de vie d'une ressource éducative libre avec le projet Relief des ressources éducatives libres pour l'égalité homme-femme. Donc ça, c'est aussi vendredi à 17h heure Paris avec Mona Laroussi. Enfin, il y a un programme danse. On a aussi la chance d'avoir Alexis Kaufmann mercredi. Oui. Donc qui propose une intervention aussi sur les aspects, voilà, on avance en France, en fait, dans quelle mesure on avance en France sur ces questions-là Et puis, oui, il y a tout un programme. Le mieux, ce serait que je vous partage, on va vous partager le programme à tous et à toutes. Et je sais que j'avais encore un créneau et je voulais absolument revenir vers Ghada El-Kayat et Lilia Chenetti qui avaient fait une proposition au mois de juillet déjà. Et c'était pour cette semaine. Donc, il est grand temps de revenir vers elle parce qu'il y a un créneau le mardi aussi pour... mardi à 18h. Ouais, c'est ça. Merci à tous. Voilà, à bientôt. Au revoir et restez attentifs à la prochaine lettre avec tout ce beau programme de la première semaine de mars. Au revoir. Au revoir. Merci. J'attends que les gens s'en aillent un peu. Voilà. Ouais. Et je vais fermer maintenant. 5, Super. 4, 3, 2, 1.